Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test de la RTX 5080 de Nvidia, leur nouveau haut de gamme au niveau des jeux vidéo pour les RTX 5000. Vu que la RTX 5090 est plus considérée comme le ultra haut de gamme ou la carte pour les professionnels, même si c'est une GeForce, donc selon moi, s'il y a GeForce dans le nom, c'est aussi pour les gamers. Je suis aussi d'ailleurs un peu en retard sur la sortie de cette vidéo, mais ça va me permettre de regarder à une chose très importante, c'est les prix de ces cartes et si elles sont disponibles. Spoiler alert, pas vraiment, mais on va quand même parler un petit peu des prix selon les performances, parce que c'est selon moi un facteur assez important, parce que vous pouvez sortir la meilleure carte au monde, si elle est inaccessible, ça ne vaut pas vraiment la peine. Mais contrairement à la 5090 qui, en plus d'une augmentation de prix, a eu une augmentation assez massive de ses specs, plus de coups d'accord, même plus de RAM, on est passé à 24 à 32 Go. Ici, cette 5080 ressemble assez bien à la 4080 Super. On a évidemment un peu plus de coups d'accord, ce qui est toujours une bonne chose, mais on a toujours surtout 16 Go de RAM qui est maintenant passé en GDDR7, ce qui est évidemment un bonus, mais on n'a pas vraiment eu une augmentation de la taille. Donc là, ça pourrait poser certains problèmes. Alors pas vraiment pour les jeux vidéo selon moi, mais pour les personnes qui veulent travailler avec la carte graphique, vous pourriez avoir des problèmes à peut-être charger des modèles d'IA qui demandent beaucoup plus que 16 Go de RAM. Donc ça, c'est un petit peu dommage qu'ici Nvidia n'en ait pas profité pour aussi augmenter la quantité de RAM sur la 5080 selon moi. Et un détail important, c'est que ces RTX 5000 utilisent aussi le même processus de gravure que les RTX 4000 qui est en 4 nanomètres de chez TSMC. C'est donc pour ça que voilà quelques semaines déjà, on a vu les RTX 4000 arrêter d'être produites. Parce que littéralement, s'ils continuent d'en produire, ça enlève de la capacité de production pour les RTX 5000. Contrairement à peut-être avec les RTX 3000 qui, elles, étaient sur un processus de gravure totalement différent comparé justement aux RTX 4000 à leur sortie. Donc c'est pour ça que là, on parle vraiment d'un remplacement total de la gamme. Dans quelques temps, et même c'est déjà le cas, vous ne verrez plus de 4080 en stock. Donc vous ne verrez que la 5080. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à cette 4080? Ma procédure de test est la même que pour la 5090. Je vous remets même le moment de la vidéo où j'en parle parce que j'ai pas envie de répéter toutes les informations. Tous mes tests sont en 4K. J'ai fait des tests en rasterisation, c'est-à-dire des jeux qui n'utilisent pas le ray tracing ou en tout cas très peu. Je vais en parler plus après. Vous n'avez pas aussi le DLSS ou FSR qui est activé dans ces tests parce que, encore une fois, ça apporte un autre argument de qualité. FSR peut-être va donner plus de FPS que DLSS, mais les images seront peut-être plus floues ou moins bonnes. Donc, on désactive tout ça, on veut vraiment le FPS brut de ces jeux. Donc, des fois, vous allez voir des jeux qui tournent à 30 FPS, ça peut paraître misérable, mais évidemment, si vous activez DLSS ou FSR, ce que vous devriez faire selon moi, vous aurez plus d'FPS que ça. Et puis j'ai aussi une sélection de jeux avec du ray tracing, et encore une fois, c'est du 4K sans DLSS, sans FSR, et normalement avec le plus haut profil de ray tracing possible. Sauf Indiana Jones, parce que le path tracing sur Indiana Jones n'est pas activable sur la carte graphique AMD, donc j'ai pas pu tester celui-là en path tracing sur AMD en tout cas. Donc j'ai utilisé les chiffres de performance avec le ray tracing normal, pas le path tracing. Et pour être sûr d'avoir les meilleures performances dans un jeu, j'utilise un 9800 X3D d'AMD que j'ai acheté par moi-même, je tiens à le préciser. J'ai aussi une carte mère en X870 qui a été fournie par Asus, merci à eux parce que j'ai besoin d'une carte mère qui supporte le PCI Express 5.0, c'est très important, vu que la RTX 5090 est une des premières cartes graphiques avec le support du PCI Express 5.0. J'ai aussi 32 Go de RAM qui a été fourni par G-Skill avec des timings très serrés, c'est très important encore une fois pour les jeux vidéo. Et puis nous avons une alimentation de 1500 watts de chez NZXT qui a été aussi fournie par la marque. Voilà, merci Aurélien du passé. J'ajouterai juste qu'évidemment ici j'ai comparé en plus la 5080 et la 4080 Super. Alors j'ai pas mal un petit peu réfléchi, est-ce que j'inclus plutôt la 4080 ou la 4080 Super, mais elles sont assez proches l'une de l'autre, et le truc c'est que la 4080 Super à sa sortie a remplacé totalement la 4080. Donc en toute logique, cette 5080 remplace plus la 4080 Super selon moi. Donc c'est à elle que je vais la comparer tout simplement. Et voici donc les résultats en 4K dans ma sélection de jeux vidéo, que ce soit en ray tracing ou en rasterisation.
Donc comme vous pouvez voir sur les chiffres de performance, cette 5080 est plus performante que la 4080 Super qu'elle remplace. Mais la différence de performance n'est pas ce qu'on attendrait en temps normal. On peut le voir d'ailleurs dans les graphes, j'ai inclus toujours la RTX 3090 et vous pouvez voir que la 4080 Super bat sans problème la RTX 3090. Donc en général, si vous regardez ces 10 dernières années, les cartes graphiques de la série 80 de chez Nvidia, donc que ce soit, je sais pas moi, les 2080, 3080, 4080 et tout ça, ont toujours battu le haut de gamme de la génération d'avant. Donc la 4080 battait la 3090, la 3080 battait la 2080 Ti et ainsi de suite. Ici, c'est la première fois depuis une dizaine d'années qu'une série 80 ne bat pas l'ancien haut de gamme, qui est la 4090. Elle est en général, je ressors mes chiffres pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi, elle est en général 15% derrière une 4090 et elle est 15 à 16% au-dessus d'une 4080 Super. Donc au final, elle fait plus penser à une 4080 Ti avec des grosses améliorations au niveau IA, mais forcément pour les gamers, c'est pas toujours ce qui les intéresse le plus. Donc pour moi, c'est un petit peu décevant. 2 ans d'attente pour une nouvelle génération, pas mal de personnes qui ont même attendu parce qu'ils ont des RTX 3000 pour peut-être upgrade, et au final on se retrouve avec une différence de 16%, ce qui n'est pas incroyable. Mais par contre, peut-être que son potentiel n'est pas tout à fait débloqué par défaut, parce qu'un truc que j'ai remarqué, c'est que cette 5080 est extrêmement bonne en overclocking, meilleure même que la 5090. Je pense que c'est parce que la 5090 atteint une limite de consommation qui est fixée à 600 watts, parce que c'est la limite de consommation du connecteur 12 pins que vous avez dessus, alors que la 5080, elle, que ce soit la Founder Edition ou même les modèles custom, évidemment, a beaucoup plus de marge sur ce connecteur et aussi sur les possibilités justement du TDP qui n'est jamais vraiment atteint. Elle a un TDP annoncé, je vais aller le revoir parce que je l'ai jamais vu en jeu. Elle a une limite de TDP par défaut qui est à 360 watts, mais dans la plupart des jeux, je voyais plus au-dessus de 300 watts. Donc on a déjà de la marge ici et en plus de ça, vous pouvez augmenter cette limite de TDP. Donc avec ça et certainement d'autres nouveautés de Blackwell, la fréquence de cette 5080 peut vraiment être boostée énormément. En général, elle tourne à 2,8 GHz, comme à peu près toutes les RTX 4000 d'ailleurs. Et les RTX 4000, vous pouviez aller des fois genre à 3 GHz, mais c'était vraiment le maximum. Cette 5080, vous pouvez sans problème atteindre 3,1 voire même 3,2 GHz, ce qui est un boost énorme par rapport à son boost déjà de base, parce que la fréquence de base qui est annoncée sur le site, en général, vous ne la voyez pas vraiment parce qu'elle booste toujours au-dessus. Donc avec ça, et plus le fait que la GDDR7 s'overclock hyper bien, et ça c'est le cas aussi sur la 5090, ça s'overclock tellement bien d'ailleurs que les sliders d'overclocking sur les logiciels, moi j'utilise Afterburner, ne vont pas assez loin. Vous pouvez le mettre à fond et la carte est stable. Vous pourriez encore aller plus loin, mais c'est juste que le logiciel ne le permet pas. Et donc là, vous pouvez le faire aussi avec la 5080. Donc si vous combinez l'overclocking mémoire plus l'overclocking du GPU, ça permet de débloquer quand même pas mal de performance sur cette 5080. Même juste sur la Founder Edition. Et sur les modèles custom, j'ai même pu voir que certains modèles custom pouvaient encore monter plus haut. Donc dans mes tests, moi, sur ce Founder Edition... Donc dans mes tests sur cette Founder Edition, j'avais 7 à 10% de performance en plus, dépendant du jeu, sur cette 5080 overclockée. Et c'était dans Cyberpunk et Horizon Zero Dawn, pour ceux qui se demandent. Donc c'est pas mal, mais évidemment, on n'est pas encore au niveau de performance d'une 4090. Et ça, pour moi, ça reste toujours un petit peu décevant. Si la 5080 aurait eu le niveau de performance de la 4090, je me serais dit c'est déjà pas mal comme gain générationnel, justement entre les RTX 4000 et 5000. Malheureusement, même avec l'overclocking, c'est pas le cas. Et ça, c'est encore une fois un petit peu décevant. Mais évidemment, Nvidia va nous dire que vous pouvez juste activer DLSS 4 et là, la 5080 bat sans problème la 4090 parce que vous pouvez avoir le multiframe génération qui vous permet de doubler, tripler, voire même quadrupler votre FPS. Alors que la 4090 a juste accès au frame génération qui permet de juste doubler. Mais est-ce vraiment le cas? Alors, il y a toujours le débat de combien de jeux vont supporter. Pour le moment, vous avez quelques jeux qui déjà le supportent par défaut. Donc Cyberpunk a une mise à jour, c'est la version 2.21 qui supporte officiellement DLSS 4. Et vous pouvez aussi le forcer dans les jeux qui supportaient déjà Frame Generation. Donc c'est 75 jeux pour le moment. Donc c'est pas trop mal. Et surtout, c'est beaucoup de jeux qui sont évidemment AAA qui profitent vraiment de ce genre de technologie. Parce que Frame Generation sur, je sais pas moi, League of Legends, pas très utile, on va être honnête. On n'en a pas vraiment besoin. Mais sur des gros jeux AAA qui sont très lourds au niveau graphique, évidemment, ça c'est un gros point positif. Mais outre ce débat du coup, que ce soit disponible sur certains ou pas d'autres jeux, il y a toujours la question de est-ce que c'est aussi bon que juste avoir des images natives? Parce qu'il y a eu tout ce débat, et je le rappelle encore une fois, j'en ai pas mal parlé justement dans ma vidéo de la 5090.
il y a tout ce débat sur le fait que multi-frame génération et frame génération, ça génère des fausses images. Pour moi, c'est pas un problème parce que tout est faux de toute façon dans un jeu vidéo, mais la vraie question, c'est est-ce que ces images sont aussi bonnes que des images natives? Est-ce que la qualité est aussi bonne et est-ce que la qualité de jeu est aussi bonne? Et là, je ressors ce que j'ai dit encore une fois sur la review de la 5090. Pour moi, au niveau qualité, surtout avec le nouveau modèle Transformer qui est utilisé pour toutes les technologies DLSS, frame génération ainsi que multi-frame génération est vraiment impressionnant d'un point de vue qualité. Il y a des petits glitches. Si vous regardez de près, vous pourrez en voir. Sur Cyberpunk, c'est les hologrammes ou si vous bougez votre souris très rapidement. Et sur Hogwarts Legacy, que j'avais testé aussi pas mal, encore une fois, c'est si vous bougez votre vue rapidement. Mais pour moi, on est à 99% de la qualité d'une image normale. Dans la plupart des temps. Je sais bien qu'il y a certaines motos dans Cyberpunk qui ont des hologrammes pour afficher la vitesse, donc là vous voyez beaucoup plus de glitch. Mais pour moi, j'ai pas mal joué à Cyberpunk, j'ai mis la 5090 dans mon PC pour justement faire plus de tests sur DLSS 4 et oui, je remarquais pas vraiment ces problèmes de qualité, ou en tout cas, il fallait vraiment que je regarde de près. Maintenant, là où vous allez remarquer un problème, et pour moi c'est pour ça que DLSS 4 ainsi que DLSS 3, c'est pas pour tout le monde. C'est pas un argument comme DLSS Super Résolution. Donc DLSS Super Résolution, c'est le fait de prendre une image à plus basse résolution et le repasser à une plus haute résolution. Ça marche hyper bien et ça marche encore mieux avec le nouveau modèle Transformer. Ça, vous devriez l'activer selon moi par défaut dans n'importe quel jeu qui le supporte avec votre GPU Nvidia. Mais frame génération et multi-frame génération, c'est une autre question. Parce que vous devez parler un petit peu latence. Alors, il y a des tests qui ont été faits, vous pouvez voir notamment des vidéos de Digital Foundries et vous pourrez voir que multi-frame génération ainsi que frame génération ne rajoutent pas vraiment de latence, ou en tout cas 1 voire 2 millisecondes de latence au jeu, ce qui n'est pas grand chose. Moi, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand vous allez activer frame génération ou multi-frame génération, si vous tournez à 60-70 fps, vous avez une certaine latence avec ce 60-70 fps, ou aussi une latence, juste un input lag, quand vous allez bouger votre souris, il va falloir un certain temps pour que l'écran évidemment réagisse. Eh bien, si vous activez frame génération ou multi-frame génération, vous allez avoir plus de FPS, donc votre cerveau va être en mode « Ah, c'est plus fluide », mais le input lag va être basiquement le même. Donc, c'est une sensation assez bizarre. Il faut vraiment le tester pour le comprendre, mais vous sentez que le jeu est plus fluide, mais vous sentez que vos inputs ne sont pas plus fluides. Et ça, c'est un problème dans certains jeux, notamment les jeux compétitifs. Je ne le recommande vraiment pas. Par contre, pour les gros jeux AAA solo, vous voulez juste avoir plein les yeux, vous voulez vraiment mettre les graphiques à fond, et là, c'est moins un problème. Mais vous devrez faire attention à ça. Vous devrez faire attention que vous tournez à un FPS de base sans activer frame génération ou multi-frame génération qui est suffisant pour vous. Et c'est ce que j'ai fait justement sur Cyberpunk. J'ai juste activé Super Résolution dans Cyberpunk et j'ai réglé le paramètre graphique selon ce que je voulais. Et puis j'ai testé dans le jeu. Est-ce que le input lag était bon pour moi? Oui, parce que je tournais à plus de 60-70 fps. Ben après, c'est là où j'activais frame génération ou multi-frame génération pour avoir une expérience qui paraît beaucoup plus fluide. Mais le input lag était déjà très bon avec ses 60 ou 70 fps natifs. Donc là, je ne voyais pas trop de problèmes. Mais du coup, j'ai dû un petit peu bidouiller. Et ça, c'est pas quelque chose que... Mais du coup, j'ai un petit peu bidouillé. Mais du coup, j'ai dû bidouiller. J'ai dû régler... Mais du coup, j'ai dû tester et regarder ce qui me correspondait le mieux au niveau... Mais du coup, j'ai dû tester ce qui... Mais du coup, j'ai dû tester et regarder ce qui me correspondait le plus au niveau paramètres graphiques. Alors que Super Résolution de DLSS, vous l'activez juste. Il n'y a pas besoin de « Oh, je vais tester, voir combien j'ai d'input lag ». Non, vous l'activez, ça marche, vous avez plus d'FPS, c'est génial. Ici, c'est pas aussi simple. Et c'est pour ça que selon moi, c'est un problème avec frame génération et multi-frame génération. C'est que c'est pas une technologie pour tout le monde. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment entièrement un argument commercial pour Nvidia. Ils ne peuvent pas dire « Oh, ben... Ok, la 5080 ne dépasse pas la 4090 en rasterisation ou ray tracing classique, mais si tu actives le multi-frame génération, maintenant elle a beaucoup plus d'FPS et elle dépasse sans problème la 4090. Pour moi, ce n'est pas un argument valide. Et c'est le même argument qu'ils ont fait justement dans leur slide commercial pour la 5070. Ils ont dit que la 5070 ou la 5070 si vous préférez était aussi performante qu'une 4090. Ce ne sera pas le cas, on le sait déjà. Ou en tout cas, il faudra utiliser multi-frame génération pour que ce soit le cas. Mais vous devrez faire attention à l'activer. Donc sur cette 5080, et la 5090 est tellement puissante que
vous n'avez pas vraiment ce problème d'input lag, notamment sur Cyberpunk, parce que en 4K, même avec le ray tracing à fond et tout ça, vous allez tourner à plus de 60 fps. Mais la 5080 par rapport à la 5090, elle est moins puissante. Donc vous allez arriver à plus souvent des situations où vous avez un FPS natif, même avec super résolution, qui n'est pas suffisant pour que l'input lag ne se remarque pas quand vous activez justement une de ces technologies de frame génération ou de multi-frame génération. Et donc là, dans Cyberpunk notamment, c'était le cas. Si vous activez tous les paramètres graphiques à fond, ray tracing, en mode overdrive, vous mettez en 4K, même avec le DLSS en mode qualité, vous n'allez pas atteindre les 60 fps. Et donc, vous allez sentir cet input lag. Et moi, je trouve ça dérangeant. Maintenant, je vous propose de parler du ratio prix-performance de ces cartes graphiques. C'est toujours, selon moi, quelque chose d'intéressant parce que ça vous permet de facilement voir quelle est la carte qui va vous donner le plus pour votre argent. Donc ce ratio, c'est le nombre d'euros que vous payez pour un FPS moyen dans tous les jeux, donc que ce soit raster ou ray tracing. Donc plus le chiffre est bas, mieux c'est, tenez-en compte. Et donc là, vous pouvez voir à quel point, par exemple, la 5090 et la 4090 ne vous donnent pas beaucoup pour votre argent. Et ça, on le savait déjà, pour les jeux vidéo en tout cas. On voit que évidemment la 7900 XTX a toujours été la meilleure parce qu'elle a un prix assez serré, elle est juste au-dessus de 900 €. Ça a toujours été une de ses forces, en tout cas en rasterisation. Mais du coup, la 5080, du coup, vu qu'elle est plus performante pour à peu près le même prix que la 4080 Super, vous pouvez voir qu'elle se rapproche un petit peu plus de cette 7900 XTX. Je dirais même qu'elle n'est pas trop loin, en tenant compte ici que c'est une sélection de jeux rasterisation et ray tracing. Si vous tenez compte que des jeux ray tracing, elle bat sans problème évidemment la 7900 XTX. Donc au final, cette carte n'est peut-être pas révolutionnaire d'un point de vue performance, clairement pas. On aurait pu espérer plus, mais au moins pour 1100 €, elle apporte un petit peu plus et elle permet de concurrencer l'offre de AMD, qui ne va pas être mis à jour. Je vous rappelle que AMD va se concentrer sur le milieu de gamme. Donc cette 7900 XTX est littéralement la carte la plus puissante d'AMD pour encore certainement plusieurs années. On ne sait même pas. Donc pour 1100 €, si c'est votre budget pour une carte graphique, c'est un sacré budget. Mais pour moi, il n'y a pas de meilleure carte que la 5080. Elle bat clairement la 4080 et elle est un meilleur achat, en tout cas plus future-proof que la 7900 XTX. Après, si vous êtes plus jeu rasterisation, si vous jouez à beaucoup d'anciens jeux mais que vous voulez quand même des très bonnes performances, la 7900 XTX reste quand même une valeur assez incroyable quand on y pense. Mais si vous tenez compte du ray tracing par contre, là les performances s'effondrent. Et tenez compte que beaucoup plus de jeux utilisent le ray tracing maintenant. J'ai testé Indiana Jones notamment où le ray tracing est activé par défaut. Donc si vous comptez jouer à des jeux AAA, ça devrait être un argument de vente que vous devriez tenir compte. Donc c'est ça que j'attends avec impatience, la RX 9000 d'AMD, pour voir justement si AMD a fait des efforts là-dessus, parce que selon moi c'est le plus important. Et comme les RTX 5080 et 5090 sont sortis, on peut regarder un petit peu ce que ça donne sur les sites de vente. Est-ce que les prix sont respectés? Est-ce qu'il y a du stock? Et là je regarde sur LDLC qui est souvent considéré comme très cher par rapport aux autres acteurs du marché. Et comme vous pouvez voir, alors évidemment il y a des cartes custom très très chères, surtout sur la 5090. 3249 € pour une 5090, c'est... Voilà, c'est un sacré budget, ça pourrait vous faire un très bon PC gaming pour ce budget-là. Mais si on regarde les 5080, en tout cas les modèles de base, vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs qui sont disponibles au prix annoncé par Nvidia. Donc là, on a une WindForce de chez Gigabyte, on a aussi une Asus Prime, ainsi qu'une Ventus de chez MSI, qui sont toutes les trois au prix annoncé de 1179 €. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il n'y a aucun stock. Et ça, c'est vraiment un problème. Vous pouvez aller voir partout en ligne. Il y a très peu de stock pour ces RTX 5000. Même si les prix semblent être respectés, en tout cas sur les sites de vente officiels, vous aurez beaucoup de mal à en trouver une. La situation devrait s'améliorer certainement dans quelques semaines. Mais en attendant, oui, prenez votre mal en patience. Peut-être considérez si vous avez vraiment besoin de passer à une de ces cartes graphiques. Si vous avez une RTX 4000, encore une fois, pour moi, ça ne vaut vraiment pas la peine. Mais si vous avez une RTX 3000, là, c'est là que vous pourrez vous dire peut-être que ça vaut la peine d'upgrade. Donc, selon moi, cette RTX 5080 au niveau jeu vidéo est décevante. Elle n'arrive pas à faire aussi bien que les anciennes séries 80 qui dépassaient sans problème l'ancien haut de gamme de la génération d'avant. Ici, la 4090 reste toujours plus performante. Oui, elle est évidemment plus chère, mais on s'attend à ce qu'une nouvelle série 80 arrive à faire mieux pour beaucoup moins cher. Et ce n'est pas le cas ici. Elle arrive à évidemment donner 16% de performance en plus qu'à la 4080 Super pour à peine un petit peu plus cher, ce qui évidemment est pas mal, mais c'est aussi le strict minimum. Imaginez avoir une carte graphique qui sortirait au même prix et qui serait au même niveau de performance, ça n'aurait aucun sens. Donc
Ici, Nvidia a fait pour moi le minimum sur cette 5080. Évidemment, vous avez DLSS 4 qui permet de booster encore plus les performances, mais pour moi, ce n'est pas vraiment un argument commercial que vous devriez tenir compte pour la plupart des gens, que ce soit pour ceux qui jouent en compétitif ou même si vous jouez à des jeux AAA, vous n'êtes pas sûr que ce sera forcément rajouté sur le jeu que vous allez jouer. Aussi, il faut tenir compte que les RTX 4000, elles aussi, ont accès à Frame Generation qui, oui, ne permet pas de faire x4, mais permet déjà de faire x2 et dans pas mal de cas, c'est un peu le meilleur mode. Personnellement, la 5090 dans Cyberpunk, j'utilise en mode x2 parce que ça me correspond mieux. Donc pour moi, la technologie est très impressionnante, mais n'est pas aussi impressionnante et surtout aussi intéressante que l'était Super Résolution à l'époque quand c'était sorti, surtout quand ça a été amélioré. Ici, il y a toujours des problèmes et certains de ces problèmes ne pourront certainement jamais être améliorés, notamment l'input lag. Et ça, c'est ma conclusion ici pour cette 5080, en tout cas dans les jeux vidéo. Pour le domaine professionnel, je vous invite à aller voir d'autres tests comme j'ai dit et je vais en rester là pour cette vidéo. Est-ce que vous l'avez trouvé intéressante? Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!